Le crowdsourcing, ou approvisionnement par la foule, est la pratique qui consiste à faire appel au grand public ou aux consommateurs pour effectuer une tâche ou une activité qui nécessite notamment une grande quantité de données et donc de collaborateurs. La participation du grand public à des projets aussi divers que la résolution de problèmes mathématiques, la documentation de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris ou encore la personnalisation en design graphique a pris son essor avec le Web 2.0 qui facilite la mise en relation d'un grand nombre d'acteurs dispersés. Le cas qui va nous intéresser aujourd'hui est celui de la contribution du public à la documentation du patrimoine photographique, étudié par Nathalie Casemajor-Lousteau dans sa thèse de doctorat en communication. Pour comprendre l'émergence de la participation externalisée dans le domaine de la culture et du patrimoine, il faut revenir quelques années en arrière. Le musée se pense au début du XXe siècle dans un seul sens, depuis l'élite savante vers la population, considérée comme ignorante et passive. Cette vision rejoint le modèle développé au cours du XIXe siècle, qui envisage la communication comme un modèle linéaire de cause à effet, depuis un émetteur actif qui transfère un message à un receveur passif qui en prendra note telle qu'elle. Dans les années 50, ce modèle linéaire est revu et remplacé par un processus complexe d'élaboration commune d'un sens, auquel participe aussi bien l'émetteur que le récepteur ou le groupe de récepteurs, qui renvoie de l'information à l'émetteur. C'est le feedback. L'usager n'est donc pas prisonnier d'un rôle purement passif, il est toujours un producteur de sens face au message qu'il reçoit. Dans les années 1970, on assiste à l'essor de la nouvelle muséologie qui met en avant un schéma de communication favorisant la participation des citoyens, notamment au travers des écomusées et des centres d'interprétation. Les écomusées, ancrés dans une communauté et dans un territoire, prennent une part active à la vie de la société. La participation de la population est un de leurs principes fondateurs. Ces dernières années, avec l'essor du numérique, la participation active des publics dans les musées s'est développée, notamment avec les dispositifs interactifs de médiation culturelle. L'interactivité, qui permettait seulement une consultation active, mène aujourd'hui à l'interaction, c'est-à-dire au dialogue et notamment à la collaboration de masse. Le Web 2.0 n'a donc pas créé la figure du public actif et participant, mais la projette dans une dimension bien plus importante que celle de la population locale, puisqu'avec Internet, c'est potentiellement à tous les amateurs et spécialistes connectés du monde que l'on peut s'adresser pour produire des données utiles, affiner des informations, voire corriger des erreurs. On peut déterminer en gros deux types de contributeurs. D'abord, l'usager témoin, qui dispose principalement de souvenirs personnels, comme par exemple cette personne qui a assisté dans les années 60 à la rénovation de la Syrie. Il s'agira de donner un lieu d'expression à la mémoire individuelle et collective. Ensuite, on a ce qu'on appellera l'usager expert, qui lui détient des connaissances spécialisées qu'il met à disposition des institutions patrimoniales, comme cet usager qui identifie toutes les personnes présentes sur la photo, ou cet autre qui identifie toutes les médailles portées par ce soldat. Pour pouvoir contribuer, les internautes doivent se plier aux normes propres aux différents espaces de publication. Sur le site institutionnel de Bibliothèques et Archives Canada, par exemple, les modalités de contribution ne sont pas directes, puisqu'il faut envoyer un mail qui sera relu et vérifié avant la publication de l'information. Sur le Flickr de Bibliothèques et Archives Canada, au contraire, qui n'est pas un espace institutionnel, mais une banque de photographies sociales et communautaires, il est possible de publier directement un commentaire qui sera aussi contrôlé, mais seulement après la publication. Le critère principal pour juger de l'efficacité de cette collaboration est la capacité de ces dispositifs participatifs à fournir de l'information documentaire pertinente et utile. Les projets collaboratifs mis en œuvre par Bibliothèques et Archives Canada, par exemple, sont faiblement efficaces. Sur leur site, les commentaires sont presque inexistants et n'apportent pas d'éléments, et sur leur Flickr, les quelques commentaires sont rarement pertinents. Sur le compte Flickr du projet Photo Normandie, au contraire, de nombreuses informations précieuses ont été fournies par des experts sur les unités combattantes, l'aviation ou les vues aériennes. Plusieurs participants ont aidé à identifier des localisations, des personnages qu'on a vus avant, des unités militaires et des engins, et aussi apporté des références bibliographiques et des précisions sur le contexte historique et de prise de photographie. Mais voir seulement l'efficacité documentaire comme critère d'utilité, c'est ne prendre en compte que les intérêts et bénéfices des institutions culturelles. Alors, quel est l'intérêt pour la population de participer? Nathalie Casemajor-Lousteau introduit ici la notion de démocratie culturelle. Dans le cas des photographies, en particulier des tirages anciens, la documentation participative permet une appropriation sociale en créant un espace pour l'expression d'un lien affectif
entre les citoyens et les contenus patrimoniaux. Comme par exemple le cas de ce contributeur qui reconnaît son père sur une photo de Normandie de 1944. En définitive, le cas de la contribution à la documentation des fonds de photographie peut permettre d'enrichir les fonds de nouvelles connaissances plus précises et de créer du lien affectif et artistique entre le patrimoine et les participants. Mais si on compare ce cas avec d'autres sites de contribution orientés vers les sciences, comme les Herbonautes, qui comptent plus de 2500 contributeurs au sein d'une communauté active qui est amenée à se former de manière ludique à la description scientifique avec des quiz, des missions et à une progression par niveau, et qui rassemble des milliers de contributions et discussions spécialisées, on voit que les banques de photographie ont encore du chemin à faire pour exploiter pleinement les capacités du crowdsourcing. Car il ne s'agit pas seulement de mettre les documents à disposition du public pour qu'il en sorte de l'information pertinente. Cette démarche doit s'accompagner d'une médiation efficace pour porter ses fruits.